Vous vous sentez un petit peu perdu dans la création de votre marque? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 511. J'espère que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, que vous sentez bien, que vous êtes à l'abri des virus, que personne dans votre entourage n'est touché, que tout va bien pour vous. C'est vraiment essentiel. Et bien sûr, on reste chez nous, on reste chez nous et on réfléchit à ce que nous faisons. Et aujourd'hui, vraiment, je voudrais réfléchir à ce que j'ai fait moi, à ce que j'ai fait, mes erreurs, les choses. Vous voyez, il y a des choses qui me sont apparues un petit peu dans mes réflexions en me disant mais t'es couillon quand même, il y a des trucs sur lesquels t'es vraiment couillon. Et donc j'ai listé un certain nombre d'erreurs, vraiment, pour vous dire, voilà. Et pour vous dire que finalement c'est ça qu'il faut éviter aussi d'aller là-dedans. Au début j'étais parti d'une erreur. Il y avait une erreur qui me trottait dans la tête, et je me disais, et donc je vous la donne en premier, c'est je me dis, mais parce que c'est une discussion que j'ai eue dans la semaine, et je me rends compte qu'en fait il y a plein de petits créateurs, de marques, d'entrepreneurs, de petites entreprises, de PME, de TPE, de consultants, qui ont une très mauvaise vision du contenu à créer. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des personnes pensent à créer des contenus comme elles le consomment, et non comme leur cible le consomme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, moi j'adore écouter des podcasts, donc je fais du podcast. Mais on se pose pas la question de savoir si notre cible, elle écoute du podcast ou pas. Et c'est l'inverse, est vrai aussi. La discussion par exemple qu'on a eue, c'était de dire alors moi je propose des fois de faire du podcast, etc. Et puis on me dit oui non, ça reste toujours aux oubliettes. Et en fait pourquoi? Parce que en fait le podcast, il y a plein de gens qui n'écoutent pas du podcast et ils n'ont pas idée que finalement le podcast est une opportunité intéressante, surtout dans certains types de consommation. C'est-à-dire que c'est ça qui devient intéressant en fait, c'est de se poser la question, de se dire bon, j'ai mon audience qui consomme l'information de telle ou telle manière, il serait logique que je leur amène l'information d'une telle ou telle manière. Je reprends mon exemple de Kilomètre 42, mon podcast sur le running. Pourquoi il me semble extrêmement logique de faire un podcast running et qu'il ne me semblait pas logique au départ de faire un blog ou une chaîne YouTube, même si je suis venu à faire une chaîne YouTube ensuite pour montrer d'autres choses, c'est que quand je cours, je n'ai pas d'écran sous les yeux. Moi, quand je cours, le truc le plus simple pour moi à consommer, c'est de l'audio. Voilà, c'est de l'audio. Donc c'est du podcast, vous voyez. Donc je peux mettre des conseils, des choses comme ça. Et j'ai des gens d'ailleurs sur des épisodes qui m'ont dit ah cet épisode, la durée est parfaite pour quoi? Pourquoi? Pour une sortie longue. Ou il y a des gens qui me disent ah tiens, j'ai mis tel et tel podcast pour aller courir, j'ai mis ça pour aller courir, etc. Et donc là-dedans, finalement, c'est vraiment la question qu'on doit se poser. C'est pas la question est-ce que je dois aller sur TikTok? Est-ce que TikTok ça me plaît ou pas? J'en sais rien moi, je peux pas vous répondre à ça, mais par rapport à votre cible, par exemple, est-ce que votre cible, les gens à qui vous voulez parler, à qui vous voulez vous adresser, est-ce qu'ils sont présents sur TikTok? S'ils sont présents sur TikTok et qu'ils passent leur temps sur TikTok, vous devez être sur TikTok, mais c'est pareil pour Instagram, c'est pareil sur YouTube, c'est pareil peut-être pour votre blog, c'est peut-être pareil pour LinkedIn, c'est peut-être pareil pour plein d'autres outils que nous avons sous les yeux. En fait, on s'en fout de finalement vous, en tant que personne, comment vous consommez le contenu. Ce qui est intéressant, c'est comment votre cible consomme le contenu. Et peut-être que ça va vous amener tout simplement à vous dire bon je me rends compte que finalement ça sert peut-être pas à grand chose que je me mette à tel ou tel endroit, parce que finalement elle y est pas. Cette cible y est pas. Et je vous parle pas que de taille d'audience, vous voyez, je vous dis pas faut pas être sur telle ou telle plateforme parce que finalement c'est trop petit, etc. Il y a des plateformes peut-être qui sont petites mais qui sont très intéressantes pour vous, et à l'inverse il y a des plateformes qui peuvent être très grandes et qui sont pas du tout intéressantes pour vous. Mais vraiment l'important, et donc ce à quoi on doit penser, vraiment quand on pense à ça, c'est de se dire mais est-ce que vraiment là-dedans je suis en train de faire ça, est-ce que vraiment j'ai quelqu'un, est-ce que je vais vraiment l'aider avec ce type de contenu-là, est-ce que cette personne-là elle est vraiment susceptible de regarder ce que je fais, de consommer ce que je fais, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où je peux me placer devant elle et qui serait pas plus intéressant? Cette réflexion m'amène à mon deuxième point. Nous travaillons souvent à l'envers, et ça m'est arrivé de travailler à l'envers, et quand je regarde un petit peu, parce que j'ai posé des questions, vous voyez, un petit peu, et j'ai une question qui me revient souvent, c'est mais comment est-ce qu'on fait connaître nos contenus? On produit un contenu, comment on le fait connaître? Et en fait, c'est un truc qui m'énervait au plus haut point quand je travaillais en agence web, qui a continué à m'énerver par la suite, c'est ce sentiment quand on fait des sites, vous voyez, que on se pose la question du référencement par exemple à la fin, alors qu'en fait c'est le point de départ. Comme je vous dis, avant de créer un contenu, il faut se demander qui va le consommer, comment ils vont le consommer. C'est pareil sur la promotion du contenu. En fait, souvent, et ça m'est arrivé parce que sur les épisodes du podcast, par exemple, il y a des choses où je me rends compte à la fin ou après, je me dis waouh, si tu l'avais tourné de telle ou telle manière, ça aurait été plus intéressant. Si tu avais fait tes recherches de contenu avant là-dessus, sur les mots-clés à utiliser, ça aurait peut-être été plus intéressant. Donc, il y a des fois, je me dis, mais non,
là, t'as travaillé à l'envers, c'est pas possible. En fait, à quel moment vous posez vraiment la question de comment vous allez faire connaître le contenu que vous créez? Souvent, on fait l'erreur de le faire tout à la fin. Voilà, on crée le contenu, on est prêt à publier, et au moment où on est prêt à publier, on se dit, au fait, alors, je mets quoi comme titre pour ma vidéo sur YouTube? Qu'est-ce que je mets comme description? Maintenant que j'ai tout fait, j'ai fait ma vidéo, qu'est-ce que je vais mettre comme description dedans? Et en fait, quand vous regardez les algorithmes de classement, par exemple, sur YouTube, vous vous rendez compte que votre vidéo en tant que telle doit être formatée pour correspondre avec ce que vous allez mettre dans le titre, dans la description. C'est-à-dire que c'est un ensemble, le truc, le produit, c'est un ensemble. On pense que Google, en fait, on lui met la vidéo, puis il regarde pas trop ce qu'il y a dedans, mais en fait, Google passe son temps à regarder ce qu'il y a dans la vidéo. Donc, il y a des choses, par exemple, qui sont importantes. J'en reparlerai dans ma chaîne YouTube, parce que j'ai fait des recherches là-dessus, mais qui sont extrêmement intéressantes et importantes. Mais ça sert à rien de mettre un titre dans sa vidéo YouTube si les mots que l'on dit dans le titre de la vidéo YouTube ne sont pas repris dans ce qu'on raconte, vous voyez, dans les sous-titres, dans ce qu'on raconte, ou quoi que ce soit. C'est-à-dire si YouTube se rend compte que finalement vous annoncez un truc dans votre titre, mais que vous le dites pas dans la vidéo, il n'a aucune raison de vous faire confiance, de croire que ce que vous faites est intéressant. Et donc, on revient finalement sur un élément important, c'est comment, dans quel ordre on doit travailler. Et l'ordre, il est assez simple, c'est qui est mon audience, quel est son problème, comment elle s'informe, essayer de résoudre son problème, voilà, vraiment. Ensuite, c'est comment je vais l'aider, sous quelle forme et avec quel contenu je vais l'aider. Et maintenant, on fait le croisement des deux. Vous voyez, vous pouvez faire un diagramme de veine, vous savez, c'est deux patates au bout d'un moment, quand elles se rencontrent, les deux patates, il y a un interstice où les deux patates se rencontrent, et c'est tout simplement ce que vous allez produire, et comment vous allez le produire, sous la forme, le message que vous allez faire passer, et comment vous allez aider les gens. Il y a rien de compliqué dans la création de contenu, mais souvent on l'oublie, parce qu'on dit, j'ai envie de parler d'un truc, je vais aider les gens là-dessus, ou pas, mais en tout cas, moi j'ai envie d'en parler. Je sais pas si ça va vraiment les aider, mais moi j'ai vraiment envie de parler de ça. Mais il y a des fois, les gens en ont rien à faire, tout simplement, de ça, parce que moi j'ai des épisodes de votre coach web, soyons honnêtes, on pourrait se dire, bon attends, si tu l'avais tourné comme ça aurait été beaucoup plus utile pour les gens, tout simplement. Et c'est vraiment ce que je voudrais vous dire, c'est que des fois, on se plante. Et c'est normal de se planter, Par contre, c'est vraiment normal de se planter. Rassurons-nous, c'est normal de se planter. Ce qu'il faut essayer de faire, en fait, c'est d'apprendre pour éviter de trop se planter trop souvent, ou en tout cas, c'est en faisant plus qu'on se plante moins souvent. Ou en tout cas, on se plante tout aussi souvent, mais comme on en fait régulièrement, on a des chances que, des fois, on se plante pas. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites 10 vidéos dans l'année, vous faites 10 vidéos dans l'année, si vous plantez 9 fois sur 10, il n'y en a qu'une qui est bonne. Si vous faites 100 vidéos dans l'année, si vous plantez toujours avec le même pourcentage de 90% de plantage, il y en a quand même 10 qui sont bonnes. Vous voyez? Ce que je veux dire, c'est que vous augmentez vos chances que finalement, il y ait un contenu qui explose parmi tous. Et des fois, c'est assez surprenant. Moi, quand je regarde les statistiques de mon blog, je faisais une préparation d'un cours pour mes étudiants sur les statistiques de mon blog, j'ai un article qui est là présent, etc., qui amène 300, 400, 500, 600 visiteurs par jour dessus. C'est juste une tentative, vous voyez, ceux d'à côté ne le font pas, il y en a qui je pensais qu'ils auraient été bons, ça n'a pas marché, mais celui-ci est bon, et autant en profiter. Mais comment je sais qu'il est bon, comment j'ai su avant, je pouvais pas le savoir, mais c'est en le faisant, en le produisant, en me posant la question de comment je vais aider les gens à finalement faire quelque chose, que finalement cet article avait les chances et est devenu bon, tout simplement, et a été utile aux gens. La troisième erreur que nous faisons souvent, c'est nous sommes pressés. Et nous sommes pressés, on veut en fait que ce soit vite fait, vite prêt, vite qu'on évite une audience, que ça grimpe vite. C'est pour ça d'ailleurs que les marchands de faux commentaires, les marchands de fans ont aussi bien prospéré sur Instagram. Là, je mets des stickers sur Instagram pour poser des questions. Si vous me suivez sur mon compte Albert Transoulier sur votre coach web, il y a des stickers dans lesquels je pose des questions, des petits sondages. Ils sont envahis de robots qui viennent mettre des trucs. Alors, tu devrais connaître ce robot qui fait ça, tu devrais connaître ça. J'en ai rien à faire de ta question, mais tiens, viens voir mon compte. Mais arrêtez, ça sert à rien, quoi. Et en fait, pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que ils sont pressés. Oui, ils se disent, allez, je crée mon compte aujourd'hui et dans 3 mois, j'ai 10 000 followers. Mais d'ailleurs, vous regardez sur YouTube, il y a des gens qui vous disent, voici la méthode pour avoir 10 000 followers en 3 mois. Bon, regardons, soyons honnêtes, c'est facile. Si vous voulez avoir 10 000 followers, vous avez des marchands de fans qui vous vendent 10 000 followers pour 300 €. Vous avez 10 000 followers. Ils vous servent à rien. Moi, je vois, il y a des comptes. Le jour, je regardais un compte. 30 000 followers, la moindre photo, c'est 30 j'aime. Attendez, je vous répète le truc. 30 000 followers sur Instagram, 30 j'aime.
vous pouvez pas me dire que ce compte a été créé d'une manière organique. Vous pouvez pas me dire que ce compte a été fait d'une manière qui a créé de l'engagement avec des gens qui ont vraiment aimé les photos. Pour moi, l'audience de ce compte, c'est pas 30 000, c'est 30. Vous voyez, allez, on multiplie par 10, 300, parce qu'il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui commentent, mais c'est pas 30 000, c'est 300. Allez, si on prend un pourcentage, 3 000, si vous voulez, mais pas 30 000, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi c'est comme ça? Parce que souvent, nous sommes pressés. Et puis, soyons honnêtes, hein, les algorithmes tels qu'ils sont faits, les méthodes de calcul telles qu'ils sont faits aussi, c'est ça. Si vous voulez sur Instagram avoir le swipe up gratuit, là, sans faire de pub, il faut passer le cap des 10 000 fans. Je vous en ai souvent parlé de cette histoire des 10 000 fans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est à la course aux 10 000 fans. Comment je fais pour avoir 10 000 abonnés sur mon compte? Et donc, on cherche des accélérateurs, on cherche à aller le plus vite possible. Mais quand vous regardez souvent les gens qui ont 10 000 fans, vous vous rendez compte de quelque chose, c'est que ça leur a pas pris quelques jours ou quelques semaines, c'est quelque chose qui est exponentiel. Au départ, on commence toujours à zéro. Je viens de créer une chaîne YouTube qui s'appelle Le Mouvement, pour parler de course à pied. Combien j'ai d'abonnés dessus? 13. Combien a fait de vues ma dernière vidéo? 5. Bon, bah, c'est logique. Je veux dire, à un moment donné, ça peut pas faire plus. Hein. Tout simplement, je me lance, je peux pas te dire, ma vidéo, je vais la mettre dessus, elle va faire 3000, 4000 j'aime, je vais gagner rapidement, passer le cap des 1000 abonnés. Non, il va falloir que je fasse plusieurs vidéos, faut que je prenne mon temps, faut que je me demande à qui elle s'adresse, comment je vais faire, ce que je viens de vous dire juste avant, vous voyez, vraiment. Et il y a un truc qui est important là-dedans, c'est que je vous parle souvent de régularité et de constance. C'est ça qui paye en fait. On peut grossir que par la régularité et la constance. L'autre jour, j'écoutais quelqu'un qui disait qu'elle avait passé le cap des 10 000 abonnés en 1 an et demi, 2 ans. Mais en fait, comment? En publiant tous les jours. 365 jours, 365 jours sur 365. Elle a publié 365 jours sur 365, cette personne-là. Comment? Tous les jours, sur son compte Astra, il y avait un contenu, et un contenu qui soit utile pour l'audience. Et forcément, quand on regarde à la fin, quand on regarde à la fin, il y a 10 000, 11 000, 12 000 abonnés. Et c'est logique, c'est extrêmement logique, car c'est le seul moyen de créer l'essentiel, la connexion avec son audience. Comment on crée une connexion avec notre audience si ce n'est en parlant régulièrement? C'est comment on crée des clients, c'est aussi en créant cette connexion avec notre audience, lui montrer ce qu'on fait, lui montrer comment on le fait, montrer ce que l'on apporte, montrer comment on fait les choses. En fait, c'est pas seulement dire il faut faire telle ou telle chose, c'est montrer qu'on ne se contente pas de parler, mais que l'on agit vraiment comme on le préconise. Et donc, si vous êtes une agence de réseaux sociaux, de social media, si vous êtes une agence ou quelqu'un par exemple qui aide les gens à écrire. Moi, l'autre jour, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui dit, je vous propose une formation pour écrire. Ça avait l'air intéressant sur le truc. La première question que je me suis posée, c'est, mais est-ce que ces personnes qui me proposent des conseils pour écrire, est-ce qu'elle a écrit un livre? Est-ce qu'elle a écrit un livre? Est-ce que je peux la trouver sur Amazon? Est-ce que je peux trouver son livre sur Amazon? Elle peut me dire qu'elle a fait ça, ça et ça. Si je regarde sur Amazon, que je cherche son nom et que je trouve pas le livre, à un moment donné, vous voyez, vous pouvez pas me dire, explique-moi comment on crée un livre, alors que toi-même, j'ai pas l'impression que tu l'aies fait. Et donc, il y a un moment donné, vraiment, la connexion qui est essentielle, c'est de dire comment je fais pour montrer régulièrement ce que je fais, comment je fais les choses, comment je montre que je les fais, comment je le répète un petit peu inlassablement, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, il faut pas se dire en 3 jours c'est fait, non, il va falloir le marteler très régulièrement, mais ça m'amène aussi petit à petit à l'essentiel de ce que je vais vous dire qui va venir dans les points suivants. Un point qui me semble important et dans lequel je me suis fourvoyé, je me suis planté, je me suis pris une baffe dans la gueule, et puis voilà, c'est peut-être ma faute, nous pensons que les gens veulent acheter notre produit. En fait, j'ai encore vu une discussion cette semaine de quelqu'un qui dit voilà, j'ai lancé ma formation, j'ai lancé ça et j'ai fait 0 vente. Et ça, c'est quelque chose que je connais, que tout le monde connaît, que toutes les personnes connaissent. Et soyons honnêtes, même les gros infopreneurs, vous savez, ceux qui ont l'impression, ils vivent, qui voyagent de leurs rêves, qui vont à droite à gauche, etc. Ils ont aussi connu ça. Je veux dire que il y a des moments, ils ont fait un 0, ou un 0, ou un 1, ou un 2. Alors quand on a une audience de 5 ou 6 000 sur sa newsletter, sur sa lettre, avec le pourcentage, on arrive toujours à en récupérer quelques-uns. Mais quand je vois les stats de quelqu'un qui dit, alors j'ai tant de 1000 abonnés et puis j'ai fait 10 ventes, c'est pas étonnant quand on a 200 ou 300 abonnés qu'on fasse 0. Pourquoi? Parce que souvent, en fait, on vend un produit, on pense que les gens veulent acheter notre produit. Mais les gens, ils veulent pas acheter notre produit, en fait. Ils en ont rien à faire. Rappelez-vous ce que je vous ai dit souvent. En fait, tout le monde, nous avons tous des histoires dans notre tête. Et l'histoire dans notre tête, c'est quoi? C'est, j'ai un problème, je veux faire quelque chose. Et j'ai un problème où je veux faire quelque chose, il est variable. C'est chacun d'entre nous, on a tous nos problèmes, tous on veut faire quelque chose. Par exemple, moi, mon problème, c'est par exemple comment je m'organise en ce moment à la maison avec pour travailler, pour faire du sport, avec nos petites filles à la maison, etc. Comment on fait pour décharger son émotion, c'est trop plein d'émotions. Ça, c'est un problème que j'ai dans ma tête. Vous voyez, ça, c'est le problème que j'ai dans ma tête, mon problème récurrent de l'instant. Comment je fais pour aider ma petite fille à décharger son émotion à 2 ans. Bon.
C'est mon problème maintenant. Si je cherche une solution à ça, je vais pas chercher un produit en tant que tel de quelqu'un qui va me dire voilà, moi j'ai fait un produit qui explique telle ou telle chose. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats. Les résultats de ce que la personne propose en fait. Ce que nous essayons de faire souvent, c'est vendre un produit, dire voilà, j'ai fait un produit, regardez, il est beau, hein, il a un beau packaging, j'ai mis un petit logo dessus. J'ai mis un tarif, je vous rembourse si ça vous plaît pas. Regardez comme il est beau. On les vend même comme des boîtes, vous voyez. J'ai mis une belle boîte, etc. Et regardez, c'est magnifique. Et alors, c'est ce que j'avais dit un jour. Je travaillais en agence web. On avait l'agence, le patron avait embauché un vendeur de pneus. Et quand je dis un vendeur de pneus, c'est vraiment un vendeur de pneus. C'est-à-dire que nous, moi je me rappelle que moi j'habite à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est qui a une caractéristique, c'est que c'est la seule ville qui abrite un siège d'une entreprise de CAC 40 en France. Hein, à dire à quel point le reste est centralisé. C'est la seule ville hors Paris, hors région parisienne, où il y a une entreprise à son siège, une entreprise du CAC 40 à la bourse qui a son siège, c'est Michelin. Et Michelin, donc il y a des milliers de vendeurs dedans. Et un jour, on a un mec qui est venu, qui avait postulé, et notre patron a dit, bah il est bien ce mec-là. Et il s'est mis à vendre des sites internet comme il vendait des pneus. C'est-à-dire que dire, bah regardez, vous voyez, vous avez un site, on va mettre un logo là, on va faire ça, etc. Et puis il vendait ça à un client, deux clients, trois clients, quatre clients. Mais notre client, qu'est-ce qu'il voulait lui? Il voulait un site, certes, mais il voulait surtout des nouveaux clients grâce à son site. Et souvent on s'est retrouvé à vendre des sites qui n'apportaient pas des nouveaux clients, mais par contre, ils étaient beaux, ils avaient un logo, ils avaient des trucs comme ça. Et souvent c'est une erreur qu'on fait aussi sur nos produits, c'est-à-dire qu'en fait, on fait un truc comme ça, un produit comme ça, et on oublie que finalement, c'est pas le produit en tant que tel qui est intéressant, c'est le résultat. Je vous prends un exemple. J'ai ma formation de la machine à idées, c'est la dernière formation. Je peux la vendre en disant que j'ai une super machine qui génère des centaines d'idées, c'est le cas en fait. Hein. Mais elle fonctionne, comment elle fonctionne vous montrez comment elle fonctionne, le schéma, voilà, alors elle fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Bon, franchement, est-ce que ça vous intéresse vraiment, hein? Est-ce que ça vous intéresse vraiment? Non, ce qui vous intéresse, vous, si vous êtes client de cette machine à idées, c'est d'arrêter de vous poser la même question tous les jours, de savoir comment vous allez parler sur Instagram, votre blog ou YouTube, c'est-à-dire de comment vous faites pour arrêter le syndrome de la page blanche du créateur de contenu, enfin, ou de la personne qui doit gérer sa présence sur Internet, mais qui n'a jamais d'idée, ou qui n'a pas trop d'idées, ou qui ne sait pas trop dans quel sens il va. C'est ça mon truc, vous voyez? Moi, ce qui doit m'intéresser finalement là-dedans, c'est comment je vous aide à passer du point A, c'est je n'ai pas d'idée, ça rend ma gestion de ma communication difficile, voire cauchemardesque, et j'abandonne, au point B, maintenant je sais quoi publier, pour m'aider dans mon activité, pour arriver à faire que ma chaîne se développe, que mon business se développe, et ça me tranquillise, ça me met le cadre, et ça me permet de travailler plus efficacement. C'est ça, vous voyez le truc. Je vous vends pas une machine en tant que telle. Alors, finalement, on s'en fout de la machine en tant que telle. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est finalement de dire qu'est-ce qu'elle va m'apporter au final, qu'est-ce qu'elle me rend comme service, comment elle m'aide à progresser. Et c'est ça. Hein. Alors, je vous rassure, hein, ma machine à idées, c'est ce qu'elle fait vraiment. Mais après, il suffit pas de dire elle le fait. Il faut montrer qu'elle le fait, il faut prouver qu'elle le fait, il faut le marteler qu'elle le fait, et c'est ce qui m'amène aussi à mon prochain point. C'est-à-dire que là, déjà, vous voyez, je vous ai dit 4 grands points. Et donc maintenant, le 5e point, c'est quoi? C'est qu'en fait, on n'a souvent pas de message réel. C'est-à-dire que souvent, on n'a pas de vrai gros message, un truc, vous voyez, quelque chose qui soit accolé. C'est-à-dire que l'idée, hein, enfin, Imaginez maintenant si vous deviez mettre sur votre maison un grand 4x3, vraiment en disant le message, voyez le truc comme un homme politique, voyez, vous mettez votre photo là avec votre petite tasse ou je sais pas quoi, ou les bras croisés, souvent ils font ça les hommes politiques alors que c'est couillon parce que bah oui, c'est couillon, les bras croisés devant soi, c'est un signe de fermeture. Alors ils ont l'impression qu'ils sont bien installés, mais ils sont debout avec les bras croisés, c'est une fermeture. Alors qu'ils disent venez vers moi, votez pour moi. Bon, ça c'est une digression, mais vous avez compris le principe. Donc imaginez vous êtes sur ce 4x3 et que d'un coup les gens ils passent devant et qu'ils vous voient. Ils voient votre photo là, comme ça, qui fait, je vous rappelle que 4 mètres par 3 mètres. Hein, c'est donc vous avez votre photo là comme ça en 4 mètres de haut. Qu'est-ce que les gens ils diraient en vous voyant? Quel message ils vont donner? Alors, si vous connaissez pas, ils peuvent pas mettre de message. Ils peuvent dire, ah, bah, tiens, il a une belle chemise. Ou alors, tiens, il s'est mal rasé. Ou alors, quoi que ce soit. Mais si vous connaissez, si vous voyez tous les jours, qu'est-ce qui pourrait accoler comme message à ce que vous faites? Il pourrait dire, ah bah, le gars, il est énergique. Ah bah, le gars, il est un expert là-dedans. Ah bah, le gars, tiens, si j'ai besoin de vendre un produit, je vais l'appeler. Ah bah, tiens, si j'ai un besoin d'un conseil photo, je vais l'appeler. C'est ça, en fait, le but du jeu. C'est que nous devons arriver à ça. Et comment on arrive à ça? Eh ben, il faut avoir un message réel. Et souvent, on n'a pas de message réel. En fait, on peut parler de recherche du pourquoi, de mission. Dans la réalité, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de personnes, et moi, j'ai pu en faire partie des fois, c'est qu'on ne partage pas ce message réel. Et ce n'est pas si simple que ça de partager son message réel. C'est pour ça que vous avez plein de formations sur le pourquoi, sur le fondement, sur comment trouver son why, etc. Vous en avez plein. Et c'est pas si simple que ça. C'est un travail qui est long. Mais en fait, maintenant, on va regarder un petit peu pourquoi des gens comme Tim Ferriss ou Gary Vaynerchuk, par exemple,
Pour prendre des exemples américains, on va éviter d'aller dans les exemples français, comme ça, je suis sûr qu'ils m'écoutent pas, vous voyez, hein, comme ça on va pas vexer les autres. Tim Ferriss, Gary Vaynerchuk, pourquoi est-ce que quelque part ils ont autant d'impact, hein? On parle là de gens qui sont suivis par des millions de personnes, qui ont vendu des millions de bouquins, qui ont des chaînes, on parle de 2-3 millions, vous voyez, des podcasts où l'épisode il est écouté peut-être 500 000 fois ou 600 000 fois dans certains cas pour Tim Ferriss. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un message clair qu'ils martèlent. En fait, ils ont un message clair qui est dans leur tête et ils le martèlent tellement fort que vous n'avez même pas besoin de savoir ce qu'ils pensent, vous savez ce qu'ils pensent. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez dès le départ ce qu'ils pensent. Vous voulez un exemple ? Gary Vee passe son temps à marteler que l'on a un super outil avec Internet, c'est gratuit, que l'on peut tout faire, tout ce qu'on veut, il faut pas attendre pour entreprendre, faut pas perdre son temps à vouloir faire la vie telle qu'elle était prévue au départ, etc. Mais qu'on a un super outil pour entreprendre, qu'on peut entreprendre facilement, qu'on peut mettre en œuvre ses idées facilement, qu'en travaillant fort dessus, on va y arriver, qu'on va construire une vie dessus grâce à ces outils-là, ou qu'on peut au minimum assurer des nouveaux revenus complémentaires. Regardez toutes ces vidéos, il raconte que ça. Il vous dit mais pourquoi tu attends, mais pourquoi tu n'as pas fait ça, mais fais ça rapidement, tu peux faire ça, voici une idée de business que tu peux faire, regarde l'outil, n'attends pas telle ou telle chose. Vous pouvez regarder toutes ces vidéos, les lives, en ce moment il fait des lives et tout, il ne passe son temps qu'à faire ça, Prenez Tim Ferriss. Tim Ferriss, c'est carrément marqué dans le titre de son bouquin, la semaine de 4 heures pour un corps d'enfer. Vous savez, il a fait la semaine de 4 heures. Et la semaine de 4 heures, c'était avec un sous-titre, parce que hier j'ai fait des recherches pour mon podcast, créer un podcast génial maintenant, en me disant, tiens, Tim Ferriss, comment il avait intitulé ses livres ? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il a son livre 4 heures pour un corps d'enfer, et c'est carrément marqué, vous voyez, mais c'est tellement criant, et quand vous regardez Tim Ferriss, vous savez que c'est ça, c'est devenir un super humain. Il l'avait carrément mis dans le sous-titre de son bouquin. Comment devenir un super humain ? Et vraiment dans le truc, alors super humain pour être en forme, pour être une bête de sexe et devenir un super humain. C'est ça exactement tel qu'il le décrit. Et en fait, c'est l'optimisation du corps et de l'esprit. Quand vous voyez Tim Ferriss, il est sur l'optimisation de son corps, de son esprit, du temps, etc. Vraiment devenir un super humain. Et il est là-dedans tout le temps. Alors parfois c'est avec des drogues, parfois c'est avec le sport, parfois c'est avec des diètes cétogènes, parfois c'est en rencontrant des gens, en leur demandant comment ils font, parfois c'est par la méditation, parfois c'est en se jetant dans un truc d'eau glacée, parfois c'est en faisant de l'apnée, parfois c'est en faisant ça, parfois c'est en faisant ça. Mais à chaque fois le but c'est de dire comment je m'améliore physiquement, mentalement, psychologiquement, organisationnellement, tout ce que vous voulez, comment je deviens un meilleur moi-même par tout ça. Et Tim Ferriss ne fait que ça. Ses bouquins ne font que ça, finalement. La semaine de 4 heures, c'était pas de dire comment je fais pour travailler moins. Non, c'était comment je fais pour avoir du temps pour devenir un meilleur humain, c'est-à-dire être plus riche, faire du taekwondo, faire de trucs, faire apprendre ça, voyager, être mieux, etc. Il est là-dedans. Ça fait des années qu'il est là-dedans. Il nous le martèle depuis des années. En termes de patience, vous voyez un petit peu les choses. Et donc, j'aurais pu en prendre plein des gens comme ça, vous voyez. Seth Godin, les philosophes grecs aussi, tiens, vous voyez, parce que c'est pas qu'un truc récent, c'est pas Internet qui crée ça. Seth Godin, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il écrit des bouquins, qu'il blogue tous les jours, depuis 20 ans peut-être. Et c'est les philosophes grecs, si vous regardez finalement, si vous résumez les philosophes grecs, vous pouvez vous dire ils ont écrit plein de trucs, il y a eu plein de disciples, etc. Mais ils martèlent un message toujours de la même manière. Je suis assez intéressé, par exemple, au stoïcisme. Quand vous regardez le stoïcisme, vous avez l'impression que toutes les citations sur le stoïcisme se ressemblent et que c'est toujours le même truc. Mais en fait, c'est toujours tourné le même concept, toujours d'une manière ou d'une autre, vous le prenez toujours sur le même angle, mais c'est toujours le même message. Vous avez peut-être 20 ou 30 angles d'attaque du même message, mais ça reste le même message fondamental, en fait, au final que ça. Et c'est ce qu'ils sont capables de faire, c'est ce qu'on devrait être tous capables de faire. C'est se dire, quel est le message fondamental que je veux faire passer ? Quel est le message que quelqu'un qui me connaît, qui a l'habitude de m'écouter, avec lequel j'ai créé cette connexion-là dont je parlais juste avant, finalement, s'il me voit sur le 4x3, qu'est-ce qui lui vient en tête ? Quelle est l'idée qui lui vient en tête ? Eh bien, si vous devez arriver à vous marteler ce message-là, qu'est-ce qui va venir en tête ? Comment je vais moi le marteler ? Mais ça ne veut pas dire que vous allez faire un 4x3 ou l'afficher dessus, ça veut pas dire ça. En fait, les gens doivent le ressentir, doivent le comprendre, doivent l'intégrer. Et c'est vraiment un truc important. Mais pour arriver à le faire, il faut que vous soyez clair là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez faire passer ? Quelle est l'idée que vous voulez faire passer ? C'est un élément qui est vraiment capital, vraiment capital. Mais si je reprends Gary Vee, Tim Ferriss et les autres, ils sont plus forts que ça sur un dernier point. Et c'est un point sur lequel on refuse d'aller et pourtant on a vraiment tort.
Et en fait, ce point, je vais vous dire d'où il me vient, et je remercie vraiment, parce que c'est une remarque qui m'a été faite, je remercie Hermano, hein, que j'en ai parlé souvent, etc., qui est un patron, qui soutient vraiment, avec qui j'échange régulièrement des messages. Et je te remercie Hermano parce qu'il m'a posé une question, m'a dit, mais pourquoi tu refuses d'admettre que tu pourrais devenir coach sportif? Et donc la question, et quand je lui réponds, je lui dis, bah, parce que, enfin, je me pose ce que je lui réponds et tout, mais vraiment, si je lui ai répondu un truc, je dis c'est mon syndrome de l'imposteur, du sportif imposteur. Voilà, pour vous dire un petit peu l'état d'esprit des choses. Qu'est-ce que je veux dire là-dedans, en fait, c'est que nous refusons de penser que nous sommes des leaders. En fait, nous refusons de penser, nous refusons l'idée que nous sommes des leaders. Non seulement, en fait, Tim Ferriss, Seth Godin, Gary Vaynerchuk, on pourrait prendre les Marie Forleo, on pourrait prendre tous les infopreneurs, vous voyez, tous les créateurs, toutes les personnes connues, mais les philosophes, les hommes politiques, plein de gens. En fait, c'est quoi? En fait, ils arrivent à entraîner des gens derrière eux, suffisamment de monde derrière eux. Et en fait, la question qui se dit, c'est que être un terme de leader, vous voyez, il est assez galvaudé, ce terme de leader. Et en fait, on a un vrai problème là-dessus, c'est qu'on veut pas admettre que nous pouvons être des leaders. Et pourtant, nous sommes fondamentalement, potentiellement, tous des leaders. En fait, c'est même pas potentiellement, c'est que nous sommes tous des leaders dans certains domaines. Alors bien sûr, le problème du terme de leader, c'est quoi? C'est que dans l'esprit, hein, on a construit des leaders héroïques. On a construit des héros et des leaders héroïques. Moi, je vous répète, hein, je suis en Auvergne. En Auvergne, j'ai le plateau de Gergovie. Gergovie, ça veut dire Vercingétorix. Et Vercingétorix, c'est le héros qui fout une torgnole à César. Bon, ce truc-là, c'est le seul Gaulois qui a résisté vous voyez, c'est Astérix en réel, quoi, l'histoire. On pourrait parler de Napoléon, on pourrait parler des généraux américains pendant les guerres, on peut en parler des grands sportifs, on peut parler de tout ça. Et à chaque fois, qu'est-ce qui va revenir? Ce sont des super-héros, ils ont un charisme de fou, ils étaient capables de déchaîner du monde, etc., des trucs de dingue, etc. Et je ne dis pas, c'est valable aussi pour quelqu'un comme Steve Jobs à l'époque, c'était valable pour peut-être des Bill Gates, des gens comme ça. Vous dites, oui, mais attends, le mec, il a un super cerveau, il a un super charisme, quand il parle, il a ça, etc. Non. Non, en fait. On a une mauvaise image du leader, et donc, vraiment, on va s'éloigner un petit peu maintenant de Gary Vaynerchuk et compagnie, qui ont peut-être du charisme, qui ont fondamentalement peut-être du charisme. Mais en fait, il n'y a aucune raison de se dire que ce charisme, il est pas venu comme ça, en fait. Il est pas inné, leur charisme. Et probablement, dans plein de secteurs, en fait, ils en ont aucun. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que on n'est pas un leader global, vous voyez, on n'est pas un leader global, on est un leader dans son domaine dans lequel on est. En fait, c'est ce que je disais dans ma réponse par rapport au sport, coach sportif, devenir de ça. Le truc, c'était, je dis, mais moi, je me sens pas dans ce domaine-là d'être capable de donner des conseils. Il me dit, ben pourtant, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais, et il y a des gens qui suivent tes conseils. Et pourquoi ils le suivent? Parce que il y a quelque chose qui est intéressant dans cette histoire, et on revient sur le terme de documentation. Quand je vous parle de Gary Vaynerchuk, quand je vous parle de Tim Ferriss, que je vous dis finalement qu'est-ce qu'ils font, et ben ils passent leur temps finalement à dire ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils disent, voilà, hein, on prend les deux, et ils passent leur temps en fait à documenter comment ils mettent en œuvre ce qu'ils font et à vous aider, à nous aider tous à faire la même chose qu'eux, ou en tout cas à prendre le même chemin qu'eux. Alors ils le font de manières qui sont différentes, certains c'est par des vidéos, certains c'est par du podcast, certains c'est par des livres, ça peut être par des livres ou des podcasts, des formations, des choses comme ça, il y a plein de formats qui sont possibles, mais en fait on en revient toujours à ce même truc. Le leader, c'est pas le héros avec une cape ou quoi que ce soit, c'est pas le super pouvoir, c'est pas quoi que ce soit, c'est de se dire que dans son domaine, vraiment dans son domaine, il y a un moment donné, on est capable de montrer ce que l'on fait, on est capable de montrer comment on le fait, et on est capable, en fait, c'est vraiment d'insister sur sa force. Sa force, c'est quoi? C'est faire le mieux, ce qu'on sait faire, le faire de son mieux pour soi-même, déjà, et montrer comment on le fait, montrer que finalement, ce que l'on propose de faire aux autres, ça a un certain résultat, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui entraîne les autres à faire la même chose. C'est ça qui va inspirer les gens. Je répète les choses, hein, pour être à peu près clair dans ce que je voulais vous partager. On fait quelque chose, on le fait du mieux que l'on peut pour soi-même, pour se l'appliquer à soi-même, on explique aux gens comment on le fait, on revient sur la notion de documentation, et une fois qu'on fait ça et qu'on le fait du mieux possible pour soi, et donc que c'est efficace pour nous, et qu'on le montre aux gens à quel point on le fait et comment c'est efficace pour les autres ont envie de faire la même chose parce qu'ils se rendent compte que si c'est efficace pour nous, ça pourrait être efficace pour eux. Et dans ce cas-là, vous êtes un leader. Voilà, c'est tout bête. Vous êtes un leader. C'est montrer à quel point nous croyons en ce que nous faisons,
vraiment, nous disons aux autres de le faire, car nous le faisons nous-mêmes, et ça, c'est être un leader. Alors moi, je le fais dans la course à pied, oui, dans la course à pied, je montre que en faisant de la course à pied, en m'entraînant, je peux faire ça, que j'ai pu courir un marathon, que je peux perdre de poids, que j'ai ralimenté, que j'ai fait ça, etc. Et je me retrouve avec des gens qui me disent, tiens, comment tu fais ça? Tiens, tes conseils sont super utiles. Merci pour tes conseils, ça m'aide beaucoup, etc. Et sans le vouloir, sans avoir dit ah oui je vais devenir le leader de je sais pas quoi, et je me suis jamais vu comme un leader, vous voyez, je me voyais pas comme Forrest Gump qui entraîne 50 ou 100 personnes quand il court à travers les États-Unis. Et pourtant, finalement, qu'est-ce qu'on va se dire là-dedans, c'est que en montrant l'exemple, en montrant ce que l'on fait, en montrant l'abnégation qu'on peut avoir, en montrant les méthodes, en montrant les outils, en montrant tout ce que l'on fait, et quelque part, on incite les gens, on inspire les gens à faire la même chose. Et si je reprends l'exemple de la course à pied, j'avais reçu dans mon podcast Kilomètre 42 Redouane, alors qui est handicapé, qui est obèse, et qui veut courir le marathon de Paris 2021. Et c'est une question que je lui ai posée, je lui ai dit mais je suis sûr qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans cette situation et qui veulent faire la même chose. Mais effectivement, il y a des gens qui passent du temps, ils le voient pas comme un coach, mais qui se disent waouh, tu m'inspires, j'ai envie de faire la même chose. Il y a des parents qui ont leurs enfants qui ont le même maladie que lui, qui ont le même problème que lui, qui se disent waouh, mais tiens, tu nous as vraiment aidé pour faire ça, vous voyez. Bon, je vous mettrai les liens dans les notes de l'épisode, je vous rappelle, vous faites votrecoachweb.com/511 pour aller sur les notes de l'épisode. Je vous mettrai tous les liens parce que là je pars un peu dans tous les sens, mais vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est que dans plein de domaines, en fait, moi je veux dire, que ce soit Redouane, que ce soit moi, que ce soit Tim Ferriss, que ce soit Gary Vaynerchuk, que ce soit Seth Godin, etc. Il y a plein de domaines où je m'en tape de ce qu'ils font, où ils sont pas des leaders, vous voyez, c'est pas le héros qui est super intéressant dans sa globalité, etc. Il y a plein de choses où ils sont pas bons. Vous voyez, par exemple, je reprenais l'exemple de, comment il s'appelle, Steve Jobs. Il y a des côtés de Steve Jobs, soyons clairs, qui n'étaient pas aussi flamboyants que ce qu'on voulait dire. Mais c'est valable pour tout le monde. Il y a plein de côtés qui sont pas flamboyants chez tout le monde. Tout le monde a sa tartine de merde, tout le monde a son côté sombre. Il y a plein de trucs sur lesquels ils vont pas nous inspirer, mais la chose sur laquelle ils partagent du contenu, c'est ça, vraiment, qui nous inspire. Et donc, c'est ça qu'on doit retenir, en fait, là-dedans. C'est que on fait des choses. On partage des choses, on montre des choses, on applique des choses, on conseille des choses aux gens. Je reviens sur cette idée, par exemple, si vous êtes une agence de réseaux sociaux, vous aidez les gens à gérer vos réseaux sociaux, à gérer leurs réseaux sociaux. Vous leur dites, je suis un expert de la gestion des réseaux sociaux, je vais vous aider à gérer vos réseaux sociaux. La première truc à faire, c'est quoi? C'est de montrer comment vous gérez vos réseaux sociaux et comment vous faites du mieux possible et à quel point c'est bien géré chez vous. À partir de là, vous montrez à quel point ça marche et à quel point vous êtes en mesure de leur montrer que ça marche et donc vous donnez aux autres envie de faire la même chose et de faire la même chose que vous avec les mêmes outils que vous parce que ça marche. Et ça, c'est être un leader et vous pouvez l'appliquer dans n'importe quel domaine. Donc potentiellement, dans votre domaine, vous êtes un leader à condition que vous insistez finalement sur votre point fort et que vous montrez à quel point votre point fort est fort. Vous voyez ce que je veux dire? Et que vous insistez dessus, que vous le montrez, que vous martelez votre message, etc. Pour conclure cet épisode, on va quand même arrêter avec un truc, une expression, franchement, vous voyez, quand je réfléchis, je me dis, pourquoi est-ce qu'on arrive à faire ces erreurs-là? Parce qu'en fait, le français, les expressions françaises nous conditionnent dans le mauvais sens. Il faut arrêter avec cette expression du cordonnier le plus mal chaussé, donc c'est normal. Stop. Non, comment voulez-vous entraîner les gens à faire ce que vous leur dites de faire si vous ne le faites pas pour vous-même? Je reviens sur l'exemple des réseaux sociaux. Si vous êtes un consultant en réseaux sociaux et que vous voulez expliquer aux gens comment gérer leurs réseaux sociaux, mais que vous-même, vous ne gérez pas bien vos réseaux sociaux, il n'y a aucune raison qu'il vous fasse confiance. Il n'y a sincèrement aucune raison pour qu'il vous fasse confiance. Pourquoi il vous ferait confiance alors que vous-même, vous n'êtes pas capable de le faire pour vous-même? Vous dire, oui, j'ai pas le temps ou quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai. Parce que, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, oui, mais moi non plus, j'ai pas le temps de le gérer, mes réseaux sociaux. Et vous me dites qu'il faut quand même que je les fasse. Et vous le faites pas. Vous pouvez pas être un leader. Ça peut pas marcher. Votre business peut pas marcher. Vous pouvez pas vendre vos services. Vous pouvez pas vendre des compétences. Vous pouvez pas vendre des formations. Vous pouvez rien faire. C'est pas possible. Vous voyez? Et vraiment, l'idée, c'est qu'on arrête, on fout un coup de pied au cul à ce cordonnier. On lui dit, mince, quoi. Non, c'est pas normal. Le cordonnier n'a pas à être le plus mal chaussé. C'est quand même rassurant de voir qu'un cordonnier, il sait s'occuper de ses godasses. Je suis désolé, franchement, on met un coup de pied au cul à cette expression-là. Cette expression nous conditionne dans le mauvais sens, mais elle est mauvaise. Et pour finir là-dedans, si je prends mon exemple, c'est ce que je fais dans la création de contenu. Je crois que la création de contenu nous permet de construire non pas seulement un blog ou un podcast, mais construire une vie telle que nous voulons la vivre
et que ça peut prendre de multiples formes, que ça peut prendre des formes pour certains de creuser leur passion, de développer leur passion, de la partager et donc de vraiment d'amplifier sa passion et que ça reste une passion mais pas forcément une activité financière. Pour d'autres, c'est pour construire un business, pour construire une activité, pour arriver à construire leur vie de rêve. Pour d'autres, ça peut être de vivre leur vie, de voyager autour du monde en créant du contenu, etc. Chacun va mettre ce qu'il veut dans la création de contenu, mais ce que je martèle moi, c'est que tout le monde peut devenir créateur de contenu, que tout le monde peut donc devenir un leader dans sa thématique de création de contenu et amener les gens à faire la même chose, à les inspirer, à leur montrer comment on peut faire et à leur donner envie de le faire, à les faire bouger. C'est vraiment là-dedans que je crois et c'est exactement ce que je vous montre, ce que je vous explique, ce que je vous aide à faire dans tous mes contenus, que ce soit les podcasts, que ce soit YouTube, que ce soit le blog, que ce soit mes Instagram, etc. C'est exactement tout ce que je m'évertue à faire jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Je vous rappelle bientôt qu'on va arriver dans les 3 ans du podcast, quand même, 511 épisodes. Ça fait bientôt 3 ans maintenant que je vous répète tous les jours, ou presque le même message, maintenant toutes les semaines, mais que je vous répète finalement le même message, mais vu de 511 manières différentes. Voilà, c'était aujourd'hui, vous voyez, un petit peu un épisode comme ça, ça me trottait dans la tête. Ces trucs-là, ça me trottait dans la tête, et on fait tous ces erreurs-là, et vous voyez, cette histoire de leader et tout, je suis en train de lire un bouquin, et puis la résonance de ça, et puis la question d'Hermano, que je remercie encore une fois, qui me sort ça là, par en pleine figure. Il me fout une baffe en pleine figure, et ce matin dans ma méditation, j'étais en train de méditer, et je me dis bon allez, j'avais prévu de parler d'autre chose, mais aujourd'hui il faut vraiment que je vous parle de ça, et vraiment parce que je pense que c'est important, je pense qu'on se plante, et vous voyez en ce temps là de coronavirus, etc., on est tous en train de repenser à notre futur. Moi, mon terme de 2020, c'était réinventer. En 2020, je me réinvente. Je pensais pas quand même qu'il y aurait ce virus-là qui m'obligerait à me réinventer. Et ben, la prise de conscience, vous voyez, de cette notion-là, je pense que c'est ça aussi qui participe à ma réinvention. Je vous souhaite à tous une bonne réflexion sur toutes ces idées-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous voyez les choses, comment vous envisagez les choses. Pourquoi est-ce que vous vous reconnaissez dans certains cas? Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels vous ne reconnaissez pas? Qu'est-ce qui vous aiderait pour avancer? Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer, à aller plus loin, etc. C'est valable pour tous les domaines, vraiment je vous dis dans tous les domaines. Je pense à certains, par exemple, il y en a un, je lui dis, écoute, pour moi t'es un peu mon conseiller musical, franchement, bah oui, dans son domaine à lui, dans son domaine de la musique, c'est mon leader musical, vous voyez, quand je cherche une recommandation musicale dans certains domaines, je vais voir directement son compte, je regarde directement ses articles, j'écoute son podcast, etc. Donc ça marche dans tous les cas. Je vous laisse donc réfléchir à tout ça. Dites-moi si vous avez besoin d'aide, de questions. Faites votrecoachaway.com. Vous avez toutes les formules pour tous les articles, tous les contenus, tout ça, tous les liens seront présents. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Soignez votre énergie. Faites attention au virus. Restez à l'abri. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux contenus. Ciao, ciao les créateurs.